Je suis Louis Triaille, je suis doctorant à l'université Saint-Louis-Bruxelles, doctorant en droit du handicap, et je travaille en particulier sur la question de la désinstitutionnalisation en droit international des droits humains, à cheval entre l'article 19 et l'article 14 de la Convention des droits des personnes handicapées. Alors en ce qui me concerne, j'étais invité à intervenir dans la session relative à la responsabilité pénale des personnes avec un handicap dit psychique ou psychosocial, ce qu'on a pu dans d'autres contextes appeler la maladie mentale, trouble mental, etc. Mon intervention s'est centrée sur un instrument de droit international en particulier, celui que j'étudie, la récente Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées, adoptée en 2006 au niveau de l'ONU, qui compte 185 États parties, dont la France, la Belgique, l'Union européenne. Convention dont l'interprétation a été confiée à un nouvel organe quasi-juridictionnel, le Comité des droits des personnes handicapées. Alors, le comité, il s'agit de 18 experts internationaux indépendants basés à Genève, qui adressent des recommandations aux États sur la manière dont ils doivent mettre en œuvre les obligations qu'ils ont contractées. Mon exposé il s'est fondé à la fois sur le texte de la Convention, mais ce texte tel qu'il l'est lu par le Comité des droits des personnes handicapées. À travers le prisme de ces nouvelles sources du droit est intéressante, c'est parce qu'elles imposent de remettre sur le métier l'articulation entre handicaps psychosociaux et régime pénal. Ni la Convention ni la soft jurisprudence du comité ne donnent de directives claires en la matière, de solutions clés sur porte, mais il y a beaucoup d'éléments qui gravitent autour de cette question de la responsabilité pénale des personnes avec un handicap psychosocial, éléments que j'ai essayé de recomposer à la manière d'un puzzle. Et donc ce puzzle, quelles en sont les pièces que j'ai identifiées en version très simplifiée. La première pièce du puzzle, la plus importante, c'est la nouvelle interdiction de privation de liberté fondée sur le handicap, qui est consacrée à l'article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui impose aux États de veiller à ce qu'en aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. En aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. C'est l'un, si pas le passage le plus controversé de la Convention. Alors dans la lecture qu'en fait le comité, cette nouvelle disposition pousserait à abolir toutes les formes de privation de liberté spécialement destinées aux personnes avec un handicap, dont l'internement pénal, qui est ce régime dérogatoire au droit pénal commun dans lequel on considère les personnes irresponsables de leurs actes en raison d'un trouble mental dont elles seraient affectées, et on les soumet à un régime mixte, à la fois privation de liberté et octroi de soins psychiatriques. Alors, pour le comité, dangerosité ou pas, il faudrait abolir complètement ces régimes spéciaux de privation de liberté, et il répond en cela à des fortes revendications de certains acteurs de la société civile internationale qui pèsent sur le droit de la Convention via des processus participatifs, notamment le bien connu Réseau mondial des usagers et survivants de la psychiatrie. Donc, d'où cette question que j'ai essayé de traiter. Si les États sont enjoints de supprimer l'internement pénal, est-ce que ça signifie que toutes les personnes qui sont aujourd'hui internées devraient être rapatriées dans le régime pénal de droit commun? Eh bien, oui, à ce stade, il y a beaucoup d'éléments qui laissent à le croire. Le comité, donc, il prêcherait de manière contre-intuitive pour une sorte de repénalisation, ou des formes de repénalisation des infractions commises sous l'effet d'un trouble mental. C'est une dimension contre-intuitive, une dimension un peu contre-intuitive du nouveau régime de protection des droits des personnes handicapées qu'introduirait la Convention, et ça a fait l'objet de pas mal de débats au cours de la CAPLAB. Alors ce plaidoyer, le comité le fait au nom de deux principes juridiques complémentaires qui déduisent de la Convention. Premièrement, l'égalité absolue des garanties pénales. Deuxièmement, la capacité juridique des personnes handicapées à toutes les phases de leur procès. Alors le premier, l'égalité des garanties pénales, c'est un sujet qui est beaucoup revenu aussi dans les discussions de la CAPLAB, notamment du côté de partage d'expérience, parce que d'un côté l'internement est censé libérer la personne de sa responsabilité pénale, mais d'un autre, elle la soumet à un régime de garantie pénale vu au rabais, notamment une dérogation du principe de proportionnalité de la peine. C'est un principe qui fait normalement dépendre la longueur de la peine à la gravité des faits commis. Donc dans le régime d'internement, on n'est pas censé être privé de liberté à titre rétributif en tant qu'on ne purge pas une peine, mais on est enfermé en raison de sa dangerosité supposée. Et cette privation de liberté peut donc se prolonger aussi longtemps qu'est censée se prolonger la dangerosité.
Donc typiquement, on entre pour un fait de gravité moyenne et on risque d'être interné pendant plusieurs années, plusieurs décennies, raison pour laquelle on appelle parfois l'internement la politique des oubliettes. Et donc c'est ce que le comité entend bannir, parmi d'autres choses, entend bannir complètement, au nom du principe d'égalité. Et donc le comité entend restituer un même traitement pour tout le monde, proportionnalité de la peine compris. Donc comme les autres citoyens, explique le comité, une personne avec un handicap psychosocial peut faire des erreurs. Quand elle en fait, elle peut être sanctionnée, mais la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'erreur. Donc, autre dimension de l'égalité des garanties que le comité essaye de faire respecter par les États, ce serait la reconnaissance d'une capacité juridique pleine et entière à toutes les étapes de leur procès. Donc, peu importe la nature et le degré du handicap, une personne qui encourt un risque de condamnation et de privation de liberté devrait pouvoir être présente à son procès, se défendre elle-même, avoir la maîtrise de sa défense, être entendue aussi en qualité de témoin dans le cadre d'autres affaires judiciaires, répondre des actes qu'on lui reproche. Et donc à ce niveau-là, le comité parle bel et bien du fait d'assumer sa responsabilité pénale. Mais il le fait dans un cadre bien précis, le cadre du procès. Et enfin, la quatrième et dernière pièce du puzzle que j'ai identifiée, c'est aussi un sujet qui est revenu beaucoup dans la CAPLAB, c'est la question des prisons. Parce que si des personnes, à présent ou autrefois internées, doivent échapper à l'internement dans les institutions psychiatriques, si elles doivent être jugées conformément au droit pénal commun, est-ce qu'elles devraient donc se retrouver en prison? Mais à nouveau, c'est assez indubitable que certaines personnes internées se retrouveront en prison que le comité appelle également, il faut entendre l'entièreté de son message, prison que le comité appelle à réformer.